Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Alors, la défaite en finale de conférence est un peu digérée. On vous a fait un épisode récemment où on revient un peu sur cette élimination et aussi sur les dossiers chauds à traiter pour Brad Stevens cet été. Parmi ces dossiers, il y en a un qui a été brièvement abordé par Pierre et Hugo dans l'épisode précédent. Il s'agit de la draft NBA. Elle aura lieu le jeudi 22 juin, donc jeudi prochain. Pour être plus précis, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous Européens. Les Celtics ont le choix de draft numéro 35, donc un choix très intéressant puisqu'on peut limite l'apparenter à un choix de fin de premier tour. On a décidé, comme l'année dernière, de faire un petit épisode pour vous proposer quelques scénarios, quelques prospects qui, selon nous, pourraient être intéressants pour les Celtics. Et donc, pour m'accompagner sur cet épisode, pour parler de scouting, de draft NBA, qui de mieux que Pierre et Hugo. Salut les gars, comment ça va? Bah écoute, très bien. Après une rude journée, parler un petit peu draft, même si on n'a pas des gros pics, c'est toujours sympa. Et Hop, Hugo, après cette victoire de Monaco? ouais, pareil. Bon, on a vu un match un peu surcoté par les commentateurs Beansport qui nous ont vendu ça comme limite le plus grand match NBA de tous les temps. Mais bon, on a vu un match sympa, on a vu pour le coup deux prospects et c'était sympa. Très bien. Bah, les gars, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour expliquer brièvement le fonctionnement de cet épisode, en gros, on a chacun choisi deux prospects qu'on aimerait voir être draftés par les Celtics et on va vous les présenter. Hugo, je te propose de commencer. Qui tu nous as réservé avec ce pick 35? Ouais. Alors, donc moi, en premier joueur, bon déjà, je vais expliquer un peu ma théorie. Donc, comme on l'avait dit dans le précédent podcast avec Pierre et comme tu l'as justement rappelé en introduction, on a un peu parlé de la draft, mais bon, très brièvement. Et j'avais expliqué que bon, pour moi, déjà, Peyton Pritchard serait plus forcément dans le roster, dans le sens où on n'en a plus vraiment besoin, enfin, il est plus indispensable. Et bah, même pour lui, pour son développement personnel, je pense que la meilleure solution serait d'aller voir ailleurs. Et je pense que c'est un bon asset pour monter dans cette draft, donc monter de quelques spots, hein, parce que on va pas se mentir, on n'aura pas un. Voilà, si on couple notre choix 35 à Peyton Pritchard, on n'aura pas un top 20 pick, on aura une fin de premier tour, voilà, pas plus. Et justement, donc, j'utilise ce package pour monter. J'avais pensé à Utah par exemple en 28, même si je suis pas sûr que le joueur que je veux drafter soit dispo à ce moment-là. Mais bref, donc j'utilise ce package pour monter, pour drafter mon chouchou de cette draft, Brandin Podziemski, qui joue pour la magnifique université de Santa Clara, qui est adulée par tous nos fans, enfin par tous les fans français de college basketball, parce qu'on a un assistant coach qu'on connaît bien, en personne d'Alan Guillou, donc un ancien d'envergure pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom, voilà. Donc, bon, on lui passe le bonjour s'il nous écoute, hein, lui qui est fan des Celtics. Et justement, donc, Brandin Podziemski, donc, pour le présenter, c'est un garde qui fait un petit, donc c'est un 6'4", donc c'est un petit, un peu moins, allez, d'un mètre 95 à peu près, j'ai plus les conversions exactes, mais ça doit être ça. Donc c'est un poste 2, ça sera un poste 2 en NBA, mais qui est capable de mener le jeu, dans le sens où c'était le leader d'attaque de Santa Clara. Et ce qui est intéressant en fait avec lui, c'est que, comme beaucoup justement de joueurs stars en NCAA, c'est qu'il aura un rôle totalement différent en NBA, dans le sens où son ticket d'entrée pour la grande ligue
ça sera le catch and shoot. Et on a vu à Santa Clara, si vous regardez d'ailleurs des tapes pardon, de Santa Clara et de Podziemski, on a vu qu'il était capable de shooter en sortie d'écran, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité, ce que les Américains disent mastering. Il a tout au long de son cursus progressé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment un excellent catch and shooter, en sortie d'écran notamment. Et je pense que dans l'attaque des Celtics, par exemple, en tant que ticket d'entrée, ça peut être très très bien. Et après, au fur et à mesure, parce qu'on a vu justement avec Santa Clara qu'il était capable je vais pas dire de mener le jeu parce que c'était pas son rôle, mais d'être un créateur pour les autres. Dans le deuxième temps, quand il aura sécure son spot en NBA, il pourra être capable de créer pour les autres. Et je sais qu'on a besoin de création sur le bas de courte, parce qu'on a vu que hormis Smart, qui fait peut-être sa meilleure saison dans la création, et White, qui est capable de le faire par moment, Brogdon a quand même des limites assez évidentes dans ce domaine-là. Encore une fois, Brogdon, je ne sais pas si c'est toujours là, mais on va partir du principe qu'il sera toujours là. Donc il a des limitations assez évidentes au playmaking. Et c'est bien d'ajouter un autre garde talentueux. Donc, je ne dis pas que Podziemski jouera tout de suite, je ne dis pas qu'il pourra en plus créer pour les autres tout de suite. Ça va prendre du temps, mais on a aussi recruté Sam Cassell dans notre coaching staff pour ça, hein, pour former des gardes dans l'NBA, enfin pas que des gardes, mais pour amener, enfin pour faire passer un cap à des joueurs. Et je pense qu'on peut faire passer ce cap à Podziemski. Après, bon, sur le joueur en lui-même, il y a évidemment beaucoup de questions qui peuvent se poser, notamment en défense, parce que bon, c'est pas le plus gros athlète de la draft, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il compense vraiment avec son QI, pardon, et que bon, j'ai eu, pour rien vous cacher, voilà, j'ai eu quelques petits insights donc sur Podziemski, et de ce qui est ressorti justement du coaching staff, c'est que c'était un bosseur, vraiment un incroyable bosseur. Il vivait que pour le basket. Et en défense, il connaissait limite tous les scouting reports de tous les joueurs, tous les soirs. Donc en fait, certes, il a des limitations physiques évidentes. Il ne pourra pas, je pense, défendre comme ce que disent les Américains, le point of attack. Il aura du mal à le faire. Mais il va compenser avec son cerveau et avec beaucoup de travail au préalable. Et je pense que ça peut lui suffire pour vraiment jouer un rôle NBA, s'imposer. Et bon, j'aime pas généralement faire des comparaisons NBA, etc. Mais si vous voulez, c'est un peu pour moi une version 2.0 du Luke Kennard qu'on avait à Détroit. Dans le sens où il a commencé comme shooter, peu à peu, il a pris plus de responsabilités dans la création. Et je pense que ça sera vraiment le cheminement que pourrait en tout cas avoir Brandin Podziemski, même si je suis même pas sûr qu'il soit dispo aux alentours du pick 20. De ce que j'en lis, il est plutôt attendu entre fin de loterie, enfin juste après la loterie et jusqu'à aller au pick 24-25. Donc bon, je suis pas sûr qu'on soit dans le range, mais s'il est là, je pense que c'est un joueur sur qui on doit foncer parce qu'il a vraiment tout pour réussir, je pense. Ça marche. Bah, après, on le sait, le soir de la draft, il y a toujours des joueurs qui chutent un peu par rapport aux attentes, par rapport à la plupart des mocks qu'on voit par-ci par-là chez les spécialistes. Pierre, un avis sur Brandin Podziemski? Ouais, bien sûr. Donc, je pense que Hugo l'a assez bien dépeint. Moi, dans le style, il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que pour sa taille, c'est quand même pas quelqu'un qui est très grand. Je trouve que c'est un excellent rebondeur. Il est quasiment, je crois, 7-8 prises par match, hein. Bon, il a un temps de jeu conséquent, mais quand même. Voilà, après, Hugo nous dit qu'il a des shades off Luke Kennard version D3. Moi, je le vois un peu plus comme un Kevin Werther, qui est maintenant à Sacramento. Mais voilà, c'est un peu ce genre de gars, quoi. Effectivement, je comprends le move que veut faire Hugo. Après, comme lui, je pense effectivement que déjà en pick 20, il sera plus là. Donc voilà, mais effectivement, ce serait un peu une cible de rêve.
Et alors, justement, on balançait un peu des comparaisons comme ça. Très souvent, nous, enfin, les suiveurs de la NCA, les scouts, entre guillemets, on n'aime pas trop les comparaisons NBA parce que Non, souvent, les gens retiennent que la comparaison et se disent, OK, bah, si le joueur il devient pas une copie conforme de cette comparaison, c'est forcément un échec ou c'est qu'on s'est raté ou quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on dit une sorte de ou ouais. voilà, une version un peu différente, mais voilà, jusqu'à des traits un peu en commun. Du coup, si je peux y aller de ma comparaison, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais justement en termes de rôle euh, qu'on pourrait lui proposer, est-ce que ça ressemblerait pas, justement, Hugo, toi qui voulais trade Pritchard, est-ce que ça ressemblerait pas à une version un peu plus grande de Pritchard? C'est-à-dire un joueur très très fort shooter qui peut éventuellement porter le ballon même si c'est pas ce qu'on lui demandera, et qui a des limitations physiques, alors du coup pas les mêmes que Pritchard parce que Pritchard est vraiment undersize, euh, mais qui finalement est pas si négatif que ça défensivement parce qu'il compense par une intelligence et une hargne on va dire défensivement. Je sais pas si vous aimez la comparaison. Bon, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que quitte à aller sur un mec un peu petit et qui, enfin, en fait, pour moi, il a des shades un peu. Bon, là, ça va être très. Je vais me faire incendier par les fans des Knicks, mais il a aussi pour moi des shades de Jalen Brunson dans le sens où capable d'aller se créer son tir, etc. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à Pritchard vis-à-vis des limitations, mais je pense que vraiment. Hormis sur le premier pas en attaque et du coup la vitesse un peu latérale en défense, il n'y a pas tant de limitations que ça au final parce que niveau intensité, comme a dit Pierre, c'est un énorme rebondeur. Et il y a aussi du Josh Hart par exemple dans Podziemski, dans la hargne, dans le combat, même s'il est il est quand même moins bon défenseur, moins bon en vitesse latérale. Donc c'est pas aussi criant que Pritchard par exemple. Ça Tiens, marche. moi, j'ai une autre question pour toi, Hugo. Pour les auditeurs qui vont nous écouter et qui vont aller checker les stats de Brandin, comment t'expliques la différence entre son année 1 et son année 2? Donc son année 1 était à Illinois, enfin Illinois, je ne sais jamais comment on dit, et son année 2 donc à Santa Clara, et c'est là où il a explosé. Est-ce que avoir une seule saison vraiment en repère, une seule saison peut faire raison, on va dire? Alors, bah, je l'explique déjà par Brad Underwood, qui est, je pense, un des coachs les plus surcotés pour ma part en NCAA. Honnêtement, je le trouve vraiment effroyable. Illinois aurait dû déjà gagner un Final Four pour moi il y a quelques années avec Ayo Dosunmu, etc. Ils sont sortis assez piteusement contre Loyola Chicago à l'époque, il me semble. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un coach qui est ultra surcoté. Et ouais, je pense que Et Alan Guillou, l'arrivée d'Alan Guillou. ah non, mais pour le coup, non, mais pour le coup je pense vraiment que le coaching staff de Santa Clara a fait un job mais incroyable avec Podziemski et dès la pré-saison en fait, bah, en fait pourquoi je trash autant Underwood, c'est qu'en fait dès la pré-saison, donc quand il a eu à peine, je sais pas, une semaine avec Santa Clara, bon un peu plus quand même, il faisait des perfs de malade. Je me souviens d'un match, j'avais pas eu l'occasion d'aller le voir, mais j'ai eu des retours sur ce match donc de Santa Clara contre le Paris Basket à la One Ball cet été, où il fait un match vraiment incroyable. Il est le meilleur scoreur de son équipe. Vraiment, tous les observateurs de ce match avaient été assez conquis par Podziemski. Et voilà, dès Illinois, en fait, c'était un talent qui était identifié, mais il n'a pas eu la confiance du coach. Et il y a beaucoup en fait de joueurs en NCAA qui sont bons, qui n'ont pas la confiance d'un coach et quand ils transfèrent, ça fonctionne. Et bah, Podziemski, c'est un de ces exemples-là. En fait, il avait juste besoin de la confiance d'un staff, de temps de jeu finalement, pour éclore. Et c'est pour ça qu'en fait, le côté un an, une seule année de performance, ça m'effraie pas trop parce qu'il y en a d'autres qui ont eu la même chose et qui ont performé. Donc de ce point de vue-là, voilà, je suis pas trop embêté par ces questions-là. Donc je pense que encore une fois, il compensera par le travail. Et même si au début c'est un peu dur, si ça venait à être un peu dur, il va s'accrocher comme il l'avait fait à Illinois
avant de voir de jour meilleur dans les mois qui ont suivi. Donc, C'est un, honnêtement, je ne le vois pas trop échouer, moi, personnellement. c'est un peu, de toute façon, la loi du sport pro de manière générale, hein. Tu as des joueurs qui sont parfois plus talentueux ou meilleurs que d'autres, mais si tu n'as pas l'opportunité, soit on te la propose pas, soit tu la saisis pas tout de suite, parfois ça peut tourner court. Pierre, je te Ouais, propose de passer à ton prospect. yes, on va parler de Jordan Walsh, le freshman, le freshman, un des freshmen de Alabama. Jordan Arkansas. Walsh, oui, Arkansas. Chaque fois, oula, ça commence bien. Je confonds les races avec, bon, bref. Et donc, ouais, qui a une tête déjà assez identifiable parce que c'est un garçon qui souffre d'alopécie. Donc, il a une tête un peu à la Charlie V pour ceux qui se rappellent de ce joueur passé par Toronto, notamment, je crois. Et ben, c'est un peu le même genre de faciès qu'on a avec Jordan Walsh. Ça, c'était pour vous faire une idée un peu de la tête qu'il a. Après, c'est un garçon, Jordan Walsh, qui est uniquement, quasiment, j'ai envie de dire, reconnu pour ses qualités défensives. C'est sans doute le meilleur défenseur de cette QV, quasiment. En tout cas, sur celui qui peut le plus switcher, ça c'est sûr. Euh, Défenseur énorme, mais alors s'il est attendu au second tour, c'est qu'il y a un hic forcément, et le hic c'est qu'en attaque, bah, le garçon, il fait pas grand-chose. C'est un ball handler correct, sans plus. Il a un bon sens du jeu, ça va être un bon connecteur, il va être capable de faire l'extra passe, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la finition au cercle est assez calamiteuse, il a 45%. Son shoot externe est pire que ça, vu qu'il est même pas à 28%. Et sur un volume qui est pas négligeable, il a quand même tiré 70 fois à 3 points, donc c'est pas comme s'il en avait pris 4, quoi. Donc voilà, le pourcentage au lancer franc sur son tir ne rassure pas des masses parce qu'il est à 71%. Il cumule 7 points et 4 rebonds de moyenne à 43% au tir. Donc autant vous dire que ce côté-là, c'est vraiment du gros travaux. Après, pourquoi prendre ce joueur? Eh ben, la question, en fait, c'est parce que si tu te dis, je prends celui qui a, à ce niveau de la draft, sans doute celui qui a les qualités le plus élite, je pense que ce sera sans doute lui, en fait. Même si, effectivement, en attaque, il y a un vrai chantier à faire. Il y a vraiment un risque pour lui de devenir le futur André Robertson. C'est flagrant, mais il y a aussi un monde où il trouve un shoot, allez, passable de loin, et ça en devient tout de suite un joueur utile en fait. Parce que si tu sais lire le jeu, faire les bonnes passes et sanctionner quand tu es vraiment ouvert à 3 points, par exemple dans le corner, tu peux te faire 15 ans NBA relativement facilement entre guillemets quoi. Donc voilà un peu qui est Jordan Walsh. Gros talent défensif, beaucoup de travail en attaque, énormément. Mais à ce niveau de la draft en 35, est-ce que tu peux avoir des qualités aussi élites que lui sur d'autres prospects? Je suis pas bien sûr. Donc voilà, tu prends un petit risque, hein, parce que ça, comme je veux dire, André Robertson, clairement il est plus en NBA et c'est qu'il y a une raison. Mais tu peux aussi de tourner de la bonne manière, surtout que son tir n'est pas en soi, je trouve, cataclysmique, techniquement parlant en tout cas. Donc voilà, un peu qui est Jordan Walsh. Yes. Bah, je m'accrochais justement un peu à ça. Je me fais un peu de l'autopromo. J'avais écrit son scouting report pour le Café Crème Sport. Je m'accrochais un peu à ça, justement, à cette mécanique de shoot qui était plutôt bonne par rapport à la taille et à l'envergure du gars. Parce que d'ailleurs, je crois que c'est un des joueurs qui a la plus grande envergure du combine. Je crois que j'ai 2,20 m, je crois. Ouais, 7.2, donc ouais, Mm. ça donne une C'est Ouais, ça, enfin, de 18, ouais. c'est un truc assez, un truc de malade, surtout quand on sait qu'il y a eu pas mal de quelques études qui sont sorties, hein, pour montrer qu'en fait, plus tu avais des bras longs, plus c'était compliqué De d'être un tir, bon ouais. shooter.
Mm. Euh, mais oui, du coup, tu as plutôt bien résumé ce que j'avais dit aussi dans le scouting report, c'est que ouais, offensivement, c'est assez vide. Après, tu peux clairement, si tu achètes Jordan Walsh, tu achètes sa défense élite et tu croises les doigts pour que offensivement il puisse à développer un petit shoot, comme tu dis, à du 33-34%, ce serait déjà la fin du monde. Mm. Euh, donc ouais, Hugo, je sais que toi, tu y crois beaucoup moins. Je sais pas si tu veux dire 2-3 mots sur l'ailier d'Arkansas et pas Pas d'Alabama. d'Alabama. Alors déjà, pour revenir un peu sur son profil, moi enfin, parce que j'ai beaucoup regardé Arkansas, qui est une université que, que j'aime bien depuis plusieurs années, je trouve que ça joue pas mal, etc. Donc j'aime plutôt bien regarder Arkansas. Et, euh, et ouais, en fait, bon, comme Pierre l'a expliqué avec sa maladie, etc., dès qu'on le voit, en fait, on voit quelque chose d'attachant en Jordan Walsh. Donc je me suis un peu penché sur son background, quoi, sur son parcours. Et, euh, et j'ai été très étonné de voir qu'en 2018, donc dans un article d'ESPN, dans un camp lycéen, enfin un camp high school, il était présenté justement comme un très bon shooter. Donc j'avais un peu été étonné, limite la première qualité qui est décrite sur le Scouting Report, je vous le mettrai en dessous du lien qui présentera le podcast parce que ça m'a fait un peu rire. Mais ouais, c'était sa principale force, visiblement, c'était son tir à 3 points. Donc j'étais un peu surpris, et justement, parce que je regardais ses pourcentages, enfin, je regardais ses pourcentages, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Mais sinon, il a été formé sur des postes extérieurs, notamment il a beaucoup joué meneur en AAU, etc. Donc j'y crois en fait Je pourrais y croire s'il était vraiment meilleur shooter que ça, parce que là c'est un peu trop catastrophique. Et visiblement, il n'y a pas eu de progression, même depuis le début de saison, il n'y a pas eu grand-chose, alors que on, on loue beaucoup la NBA comme environnement propice à la progression, mais la NCAA, c'est limite encore, je ne vais pas dire que c'est mieux, c'est à peu près la même chose, mais c'est vraiment très très bien aussi. Et quand il y a vraiment zéro progression depuis le départ, là ça me rend un peu plus inquiet. Mais malgré tout, il y a quand même, je ne serais pas aussi catégorique, il y a quand même deux, trois choses intéressantes en attaque, notamment le jeu sur transition, parce qu'il a été formé en tant qu'arrière, donc il est capable de se projeter très vite et de faire surtout les bonnes lectures en transition, même si c'est même si c'est pas des lectures super compliquées, il fera souvent la bonne passe, donc c'est déjà un premier point positif. Et sinon, je pense que à terme, en tout cas s'il voit le terrain, parce que c'est pas garanti qu'un shoot pareil, je pense que beaucoup de coachs ne se risqueront même pas à le mettre sur le terrain parce que ça sera trop facile à défendre. Mais s'il arrive à choper un shoot un peu décent, ça peut être un peu dans l'utilisation, parce que loin de moi l'idée de vouloir comparer à ce joueur, même si il y a des similitudes dans le sens un peu petit et envergure de malade. Mais dans l'utilisation, ça peut me rappeler un peu un Draymond Green, dans le sens où avec sa vision de jeu, il pourra jouer point forward et en étant un bon défenseur. Mais pour ça, il va vraiment falloir bosser en attaque parce que là, pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais, après moi dans le best case scénario, j'avais plutôt un Herb Jones en qui j'ai toujours cru très très fort. Euh, Parce que Herb Jones c'était à peu près ça en fait, sauf que il y en a un qui a fait un an, donc Jordan Walsh à Arkansas, et l'autre a fait un cursus complet. Pour le coup, lui est à Alabama, que je ne me trompe pas. Donc voilà, après et puis physiquement, c'est un joueur qui est fin, hein. Il fait 2 mètres, donc des bras énormes, enfin énormes, très longs, et 90 kilos. Donc on est sur un profil vraiment filiforme, hein. Je ne sais pas si j'avais notifié, mais au moins là c'est fait. Ouais, bah après, moi, je m'accroche aussi là-dessus sur le fait que, offensivement, comme l'a dit Hugo, c'est un joueur qui, même s'il n'a pas de tir, en tout cas en NCAA, même s'il n'avait pas de shoot, il savait se rendre utile sur le terrain. Par un bon QI basket, par des déplacements sans ballon, par un rôle un peu de
de connecteur, comme Pierre le disait. Donc après, ouais, c'est clair que dans la NBA actuelle, si t'as pas de tir, surtout quand tu es un ailier, c'est compliqué. Surtout que pour le coup, aux Celtics, à moins que tu le mettes sur des line-up avec Al Horford en poste 5, et que du coup, Jordan Walsh serait le seul non-shooter. Mais sinon, avec un Robert Williams ou un Luke Cornet s'il sort du banc, c'est compliqué parce qu'on sait qu'en NBA en 2023, c'est dur de jouer avec 2 non-shooters sur le terrain. Mais après, c'est un joueur, je sais pas si tu as la donnée, Pierre, mais il est pas si vieux que ça, je crois, hein. Vu que c'est un freshman, il doit être assez jeune, mais je crois Il a qu'il a 19 ans. ouais, donc tu peux à la Il a- limite te dire, on le met 1 an en couveuse à faire que du shoot pendant 1 an et espérer que du coup dans 1 an, il ait progressé suffisamment pour être jouable. Si vous avez plus rien à ajouter, je vais passer à mes prospects, enfin à mon premier prospect. Alors moi, à l'inverse d'Hugo, je suis pas parti sur un scénario je reste sur le pick 35. Enfin, je reste justement sur le pick 35, je suis pas parti sur un scénario de trade-up. Par contre, je suis parti sur 2 choix totalement différents en fonction de ce que Brad Stevens aurait dans la tête. Et mon premier choix, c'est si Brad Stevens veut drafter un talent à développer, un peu comme on disait avec Jordan Walsh d'ailleurs, qui jouera pas avant 1 ou 2 ans, mais où le but c'est vraiment de le mettre en couveuse et de récolter les fruits dans 1 ou 2 saisons. Et alors on en a parlé un peu en off avec Hugo, je pense qu'il sera drafté au premier tour, mais on ne sait jamais, hein, comme je l'ai dit pour Podziemski, il y a toujours des joueurs qui chutent un peu à la draft. J'ai choisi Noah Clooney, donc pas le fils de George, si jamais il y en a qui se demandent, mais un ailier fort qui fait 2,08 m pour 95 kg. Alors c'est un poste 4, c'était un poste 4 en NCAA, et donc de Alabama, lui, justement, qui jouait aux côtés de Charles Bediako, d'ailleurs, qui partageait la raquette avec Charles Bediako, et coéquipier de Brandon Miller, notamment, qui est attendu dans le top 3, top 4 de la draft. Je pense qu'à terme, en NBA, il pourrait finir par passer la plupart de son temps au poste 5, tout simplement parce que par sa taille, comme on l'a dit, 2,08 m, et surtout c'est un première année, il est très jeune, c'est un 2004, il a encore que 18 ans, je crois qu'il aura 19 au mois de juillet ou août, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un gars qui peut prendre quelques centimètres, et je serais pas étonné que d'ici 2-3 ans, il dépasse les 2,10 m, ou du moins il les atteigne. Et dans la NBA actuelle, ouais, je le vois bien être un poste 5. Pour le joueur qu'il est, c'est un fort protecteur de cercle, notamment en second rideau, un peu comme on utilise Robert Williams d'ailleurs. Il est très bon pour rouler vers le cercle, je trouve, sur pick and roll. C'est un joueur avec un bon physique, même si ses épaules, je les trouve pas très larges, c'est pas les épaules les plus développées, mais il pourrait avoir un peu de mal à prendre du poids, possiblement, mais on est sur des mensurations plutôt bonnes déjà pour son âge, hein, comme je disais, 2,08 m, j'ai pas l'envergure de tête, mais 2,08 m, 95 kg, on est déjà quand même sur un bon bestiau. Heu, donc voilà, après, l'une de ses grandes forces, c'est sa mobilité, je trouve. Il va pas switch des postes 1 à 5, mais c'est un joueur qui peut défendre, sur des courtes séquences, des joueurs plus petits que lui. Il est vraiment pas ridicule sur des switches. Ce qu'on achète aussi chez lui, c'est évidemment cette promesse du tir extérieur. Je pense que la plupart des gens qui l'ont scouté, l'ont vu. Alors les stats bruts vont pas forcément dans ce sens parce qu'il est qu'à 28 à 3 points et 65 au lancer franc. Mais sur les tirs à 3 points, il en prend plus de 3 par match, donc déjà ça atteste quand même d'un joueur qui a confiance en lui, qui a confiance en son tir. Et on sait aussi qu'Alabama, c'est un jeu très, très porté sur le shoot à 3 points, donc c'est un coaching staff qui a ciblé ce secteur-là, donc c'est quelque chose qui est à creuser, je pense, chez lui. Surtout que sa mécanique est plutôt bonne pour un joueur de sa taille. Et point prometteur sur la projection de son tir, c'est ses pourcentages dans le corner. On est à 34%, un peu plus de 34% sur les shoots à 3 points dans le corner, donc plutôt prometteur. Après, sur la partie un peu moins reluisante du joueur, on va dire, je pense que offensivement, en dehors du shoot à 3 points, ça reste un pivot un peu plus classique. Je le vois pas être un peu un pivot playmaker un peu à la Horford ou Bam Adebayo.
Il n'est pas catastrophique là-dessus, mais je pense bon, c'était pas trop son rôle à Alabama et on l'a pas. Enfin, moi, je vois pas un vrai skill set et une vraie vision de jeu là-dessus. Après, au niveau de son tir, bah, comme on l'a dit, le tir extérieur, c'est à bosser. Mais par contre, c'est très, très peu de variété dans le shoot. C'est les pieds dans le ciment, spot-up dans le corner en catch and shoot et c'est tout, quoi. Faut pas s'attendre à un shooter en mouvement. Donc voilà, en résumé, ça reste un prospect assez brut, encore à développer, au moins 1 ou 2 ans de développement, je pense. Mais on a un poste 4 de 2,8 m, qui a encore que 18 ans, qui à terme pourra jouer poste 5, je pense. Et surtout, bah, tu as ce profil un peu de rim runner, rim protecteur en plancher qui peut éventuellement développer un minimum de shoot à 3 points. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, sur ce profil. Alors moi le truc c'est que quand je regardais Alabama, c'est jamais quelqu'un qui m'a marqué, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Il est pas Et flashy, quoi. non, non, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est le genre de gars, faut vraiment le regarder pour dire ah ouais peut-être que machin et tout. Après le truc, le truc là où j'ai un peu de mal, c'est que je trouve qu'il avait un contexte quand même assez favorable, quoi. Et que du coup, alors je minimise pas ce qu'il a fait, hein, etc. Mais je trouve que voilà, c'est un peu plus facile de te montrer succinctement quand tu as un bon coaching staff, quand tu as des gros joueurs à côté de toi, etc. Je trouve que ça, il l'a très bien fait. Après, c'est toujours pareil, c'est pas sa faute non plus, quoi. Enfin, il peut pas non plus, on peut pas trop lui en tenir rigueur, mais en même temps, faut pas non plus, je trouve, le minimiser, surtout que c'est qu'un joueur comme tu l'as dit, c'est un joueur qui reste très jeune. Donc voilà, moi j'étais un peu étonné qu'il maintienne son nom, honnêtement, je pensais qu'il allait faire une année de plus, au moins, pour justement, en fait, un peu valider le fait qu'il n'y avait pas que le contexte non plus, quoi, que c'était qu'il y avait autre chose. Donc voilà, Bah moi c'est après, un peu. c'est justement ce «contexte» entre guillemets, qui me fait y croire beaucoup aux Celtics, même si comme on l'a dit, je pense qu'il Mmh, y a je moyen qu'ils comprends. partent plus tôt. Parce qu'en fait, la situation dans laquelle il était à Alabama, je trouve, ressemble beaucoup à ce qu'il pourrait avoir aux Celtics. C'est-à-dire, Mmh, c'est vrai. des forts joueurs, notamment un ailier fort joueur, donc on l'a dit, Brandon Miller à Alabama, qui forcément attirait toute l'attention, donc bah, forcément Clooney était, laissé, beaucoup plus ouvert. Avec un pivot un peu plus rim protecteur comme on a aux Celtics. Donc je trouve que il y aurait ce côté un peu, tu sais, souvent les prospects, ils ont une grosse différence entre le type de jeu et leur entourage qu'ils ont en NCAA par rapport à ce qu'ils Mmh, vont trouver en NBA. Là, pour le coup, Clooney, il passerait d'une équipe qui est, on va dire, articulée un peu de la même façon. Donc il y aurait un petit peu un côté déjà habitué à ce genre de contexte. Après, oui, comme tu l'as dit, et je l'ai dit aussi, oui, très jeune, et c'est encore c'est beaucoup de flash et beaucoup de développement encore, hein. mmh. Hugo, je sais pas si tu veux dire quelques mots, sinon tu peux passer à ton deuxième prospect du coup. Non, pour revenir justement sur Clowney, moi je pense que quoi qu'il arrive, ça sera un top 25, je pense, dans cette draft. Parce qu'en fait, le profil est vraiment trop rare. Donc, ouais, comme tu l'as dit, 18 ans. Et lui, pour le coup, par rapport à ce que je disais sur Jordan Walsh, on a senti une vraie progression quand même au fil de l'année. Où au début, je suis d'accord avec Pierre, il était un peu. Je vais être méchant, mais sur le terrain, c'était un peu un random, quoi. Et à la fin, limite sur les derniers matchs, c'est là où jouait son meilleur basket. Donc il y a une vraie progression sur la saison. Comme on l'a dit, il a juste 18 ans. Donc c'est de bon augure. Je pense que tous les scouts sont assez contents de ça. Et sinon, sur le profil, alors moi je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il jouera pas. Enfin, il jouera pour moi 4 quasiment toute sa carrière dans des double big. Et les seules fois où il jouera 5, ce sera pour moi par séquence sur en small ball 5, mais après, bon, on verra selon le coach qu'il aura et selon son développement, notamment physique. Mais je le vois plus rester en 4 parce que justement, en fait, il a tout du 4 moderne, très long,
assez filiforme et capable de faire quand même pas mal de choses, même si, en fait, je pense que pour les joueurs comme lui, il faut plutôt regarder les tapes AAU, tout ça, enfin les tapes un peu lycéennes, parce que là, à Alabama, finalement, c'est un role player, mais il est capable de faire plus de choses, je pense. C'était Bama Debayo, justement, qui avait fait une interview comme ça en disant que bah, finalement, son côté playmaker, il avait toujours eu, mais que à Kentucky, il n'était pas capable de le faire parce que c'est pas ce qu'on lui demandait. Et c'est pour ça que sur certains joueurs qui sont un peu des role players, j'aime bien regarder ce qu'ils faisaient avant, voir si s'il y a des choses qu'on ne voyait pas en NCAA et pourquoi on le voyait pas, quoi. Et bah, lui, voilà, je pense qu'il peut faire plus de choses et pour toutes ces raisons, donc de par la rareté du profil et les qualités qu'il a, je pense que ça sera un top peut aller 25 et je serais pas étonné que ce soit même limite juste en sortie de loterie parce qu'il a Bah, quand même beaucoup de qualité. ouais, en plus, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off. Alors, il y a la rareté du profil, mais il y a aussi le fait que cette année, la QV de draft sur les postes 4-5, sur ces protecteurs de cercle, est quand même assez limitée. Dès que tu enlèves Victor, tu enlèves Derek Lively, derrière, c'est assez limité. Donc, automatiquement, tu as des joueurs qui vont être draftés assez haut parce que justement, très peu de profils de ce type-là dans la draft de cette année. Hugo, tu pars sur ton deuxième prospect? Ouais, je vais y aller. Donc, bah justement, tu parlais de rareté des pivots, etc. Notamment Rim Protector. Moi, je parlais d'un joueur qui est en NCAA depuis très très longtemps. J'ai l'impression que personnellement, j'ai commencé ma scolarité. Il était déjà là. Je vais même pas la finir et il sera toujours là. Donc voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il est en NCAA depuis extrêmement longtemps. Chaque année, je suis surpris en fait de le voir dans les premiers matchs d'Indiana parce que je me dis ah mais genre sérieux il est encore là, c'est sa cinquième saison. Mais bref, donc c'est Tracy Jackson Davis, donc l'intérieur d'Indiana. Intérieur de petite taille pour le coup, donc 6'9", donc un petit 2 m 06, 2 m 07. Et lui, en fait, donc pour le coup, je pense qu'il jouera pivot en NBA parce que lui, il aura vraiment ça sera un role player. Il n'y a pas de discussion sur est-ce qu'il peut être plus que ça. Ça sera un role player, ça sera un rim runner et un protector, ce qu'il faisait pas justement à Indiana. Mais c'est encore une fois toujours intéressant de voir ces joueurs stars NCAA 30, transférer finalement leur qualité en NBA dans un rôle bien précis. Mais je pense qu'il peut le faire, notamment en tant que rim protector, parce que on a quand même vu à Indiana qu'il était une deuxième lame plus qu'efficace. J'ai pas ses stats au contre, mais il doit limite être à 3 contre, hein, tellement il est impressionnant en deuxième lame. Donc je pense que si on l'utilise vraiment comme un peu on utilisait Rob Williams en free safety, de 2,9 pour être précis. 2,9, voilà, bon, j'étais dans le vrai. Donc, ouais, sur l'utilise en free safety, voilà, deuxième lame, avec, bon, utiliser en net finalement à chaque fois que quelqu'un fera un drive et tout faire en tout cas en maximisant notamment les press-switch, etc. pour ne jamais l'écarter du cercle. C'est là où il pourra être efficient. Parce qu'encore une fois, lui, il est incapable de switcher, clairement, la vitesse de pied fait très très peur. Donc je peux comprendre les doutes de certains scouts et certains observateurs sur lui. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer parce que bon, s'il n'est pas capable de switcher, il a quand même montré quelques qualités pas mal intéressantes sur le drop. Et donc, de par le combo bon en drop et bon en deuxième lame, je pense que ça peut être un défenseur, bon, un peu sur des tâches spécifiques, mais ça peut être un défenseur correct. Et en attaque, bon, il a surtout brillé par son post-up, donc ce qu'il fera rarement en NBA ou vraiment sur quelques mismatchs. Mais, euh, mais voilà. En fait, il est incapable de shooter à l'université. Enfin, son shoot est vraiment pas bon. Donc il y a ça aussi en fait. Tout va, lui, pour le coup, on dit souvent beaucoup de choses vont se jouer sur les workouts, mais lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans le sens où les franchises vont vraiment voir
son stock au shoot et vont décider d'acheter ou pas, quoi. Donc ça va se jouer aussi là-dessus, même si ça sera jamais un intérieur qui s'écarte, mais s'il est capable d'avoir juste le shoot pour sanctionner à 4-5 mètres, ça lui fera gagner quand même pas mal de crédit auprès des, des, euh, des front office parce que pour pas vraiment le cantonner à un rôle de rim runner, juste pour être capable d'apporter un petit quelque chose en plus. Mais je pense que lui, pour le coup, il devrait être disponible aux alentours du pick 35. Je sais pas ce qu'il sera disponible à 35, mais pour moi, c'est un début de second tour. Et je serais très content qu'il vienne à Boston. Et en plus, ça continuerait un peu la Indiana Connection qu'on a avec Brad Stevens, etc. Donc, ça avait échoué avec Romeo Langford il y a quelques années, malheureusement. Donc, espérons que si on draft Tracy Jackson Davis, pardon, ça fonctionne mieux, ça fonctionne un peu mieux. Et oui, j'ai oublié de le dire, c'est le fils j'ai oublié son prénom, mais Davis, là, qui jouait chez les Pacers au début de Dale Davis, voilà, qui jouait chez les Pacers au début des années 2000. Ok, bah ça, c'est la petite news, j'avoue, je l'avais pas. Mais ouais, bah de toute façon, Tracy Jackson Davis, je l'avais dans ma shortlist aussi pour le pick 35, donc moi ça m'irait très bien. La seule petite différence que j'ai avec toi, c'est sur l'attente un peu du petit bonus, on va dire, dans son développement. Toi, t'attendais un petit shoot à 4-5 mètres. Moi, ce serait plus dans l'efficacité au lancer franc, juste pour une histoire de pas, bon, t'en as plus trop maintenant, mais tu sais, pas avoir de AK Tracy Jackson Davis, quoi. Que les adversaires n'utilisent pas cette faiblesse, parce qu'il est quoi? Il est à 68-69%. J'ai fermé Ouais, la page ça, de ouais. sa stat. C'est vrai que s'il pouvait grimper à du petit 74-75%, ce serait pas mal, juste histoire de dire si jamais il y a quelques fautes un peu abusives sur lui, qu'il puisse sanctionner sur la ligne de lancer franc. Mais bon, Spinaï, comme tu l'as dit, c'est un pivot qui a un rôle de. Enfin, tu l'attends sur un rôle de rim runner, rim protecteur sur un poste de pivot backup, donc faut pas trop en demander non plus. Après, quand je parlais du shoot, justement, j'inclus un peu Ouais, tout le lancer franc. Ouais. Pierre, un petit mot sur le pivot d'Indiana. Ouais, alors moi, c'est un joueur que j'ai jamais aimé, que j'aimerais jamais, je pense. Donc, Voilà, au c'est bon, moins, next. non, mais au moins c'est clair. Non, mais en fait, le problème, c'est que pour moi, il y a trop, c'est trop le pivot à l'ancienne. Tu vois, c'est le pivot des années 2000, quoi. C'est le mec qui joue à 1 mètre du cercle et point barre. Et je trouve que ça, c'est plus possible, en fait. Et c'est trop ça. Et moi, c'est ce que j'aime pas. Voilà, j'ai rien contre le garçon, hein. Le garçon a fait des stats de fou cette saison. Il a toujours produit. Il a montré des choses intéressantes au compte. Ça, je le renie pas du tout. Mais alors, sur le reste, c'est tellement saut 2000, quoi. J'ai envie de dire. Bah, Il y a un côté un peu comme ça. Et puis le tir, moi, ça fait 4 ans que j'attends de le voir. Je le vois pas, quoi. Donc, ouais, moi non, c'est pas un joueur que j'aime bien, mais après voilà, hein, pourquoi pas. J'entends les arguments de Hugo, hein, mais moi c'est pas mon joueur de joueur, voilà, point. après, je trouve que, à la différence des quand tu dis, pivot, des années 2000, c'est que je trouve qu'il a alors c'est un pivot qui est assez undersized quand même. Je crois qu'il fait 2,08, 6. 2,06, 2,06, ouais. Mais par contre, je trouve pour le coup, là où moi je peux le projeter en pivot backup en NBA, c'est, sa verticalité. Alors du coup, OK, il t'apporte pas un spacing, comme on l'entend d'habitude, mais il t'apporte ce spacing, vertical, on va dire. Chose que t'apportait pas d'ailleurs forcément, certains gros pivots des années 2000. Alors bien sûr, il y en avait plein qui l'apportaient, mais il y a ces côtés, verticalité, je trouve, pour sa taille qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, Robert Williams faisait aussi 2,06, je crois, à la fac. Il a peut-être Hmm. grandi depuis, mais oui, j'entends par contre qu'offensivement, ça reste un peu limité. Enfin, on a vu des trucs en NCAA, mais je pense pas qu'il est, comme l'a dit Hugo, ces post-up qu'il avait en NCAA, il les aura pas en NBA en fait. Ouais, Ouais, Hugo? c'est ça. Puis Ah, le truc excuse-moi. aussi, c'est qu'à Indiana, le truc, c'est que enfin, ça fait 2 ans où on joue pour lui, quoi. Clairement, l'idée, c'est
tout faire de l'espace dans la raquette pour donner à TGD, hein. C'est un En peu... termes de responsabilité, ça va le changer, ça c'est clair. Ah oui, voilà. Et Donc, juste pour te répondre, Pierre, moi j'ai un nom en fait à drop, hein, Mike Woodson. Voilà pourquoi pivot à l'ancienne. Donc, c'est ce qu'on lui demandait. Mais quand même, au fil de sa carrière universitaire, il y a eu des progrès, notamment sur tout ce qui est, tout ce qui est roll vers le panier. Il y a quand même une explosivité qui est quand même il est bien plus explosif maintenant qu'il n'était au début de sa carrière. Et là, vraiment, au début, autant j'étais très très sceptique sur notamment ces 2 premières saisons. Mais là, sur vraiment un rôle de rim runner, je peux le projeter, mais très facilement. Alors que j'étais aussi sceptique que toi, je pense, sur ces premières saisons. Bah, vas-y, Pierre, du coup, lance-nous ton deuxième prospect. Je pense qu'on a ouais, fait. alors le deuxième prospect, en fait, je savais pas trop où aller. Et j'ai regardé un peu les mock drafts et je suis tombé sur Kobe Brown en 35. Et donc, du coup, j'ai exploré la piste Kobe Brown. Parce que c'est vrai que, alors Kobe Bryant, qui c'est un joueur plutôt intérieur, on va dire, pas vraiment pivot, plus un poste 4 quand même, qui fait 2,4 m pour 114 kg, donc de la famille des frigos américains, comme on aime bien, euh, et qui sort, donc c'est un senior, il est vieux, hein, il a plus de 23 ans, donc voilà, et qui sort d'une saison absolument exceptionnelle d'un point de vue et personnel et au niveau de son équipe, parce que Mizzou, pour les intimes, a fait une superbe saison. On les entendait pas pareil faites. Ils ont fini quatrième de la relevée SEC, donc ce qui n'est pas rien, sous l'impulsion de Dennis Gates, leur coach. Et donc, en fait, c'est un garçon, Kobe Brown, c'est un- c'est d'abord, avant tout, un physique rugueux. Et en même temps, ça correspond plutôt pas mal à Mizu, d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est des mecs assez tough, assez durs. Et lui, il correspond vraiment assez bien à ça. Après, moi j'étais assez surpris en fait quand j'ai regardé un petit peu là pour ce pod des vidéos et tout. Je trouve qu'il bouge quand même relativement bien pour son poids en fait. Je trouve que voilà, en plus il switchait relativement souvent. Et franchement, alors bon, c'est pas des athlètes NBA, on est d'accord, mais je trouvais qu'il tenait quand même pas mal le truc, et c'était pas dégueulasse. Après, au niveau de protection de cercle, malheureusement, il amène relativement peu, enfin surtout cette année. Donc voilà, plutôt bon rebondeur aussi. Puis le truc, c'est que quand il a la balle dans les mains, tu lui piques pas parce que il met ses grosses pailles dessus et c'est impossible de lui arracher la balle quasiment. On a l'impression que il dégage un truc comme ça, un peu force de la nature, quoi. Euh, donc voilà. Et en attaque, alors c'est un joueur qui a commencé très très modestement sa carrière et qui est devenu productif au fil des saisons. Et surtout cette année où à 3 points il a été incandescent. Il finit à 45% derrière l'arc, alors que sur les 3 premières saisons, il était aux alentours de 25, je crois. Donc bon, il envoyait beaucoup, mais il mettait pas beaucoup dedans. Et cette année, il a mis beaucoup. Il a une bonne qualité de passe. On l'a vu sortir vraiment des vraies passes, notamment parce que c'était le fer de lance de Missouri sur les prises à deux. Il sentait bien le truc et tout. Il est capable aussi de faire l'extra passe quand le copain est dans le corner démarqué, il n'y a pas de problème. Euh, et voilà, après, c'est quelqu'un qui joue avec sa hargne, son physique, et avec des flashs du fameux point forward de temps en temps. Donc voilà, au poste bas, il n'y a rien de génial, mais c'est un joueur qui se bat et qui sait plutôt bien utiliser son corps. Euh, donc la question pour lui, c'est que est-ce que cette année est révélatrice de son vrai niveau en fait? Est-ce que c'est pas juste de la domination physique? Et le seul bémol aussi, c'est sa vitesse de pied qui est pas exceptionnelle, qui est correcte, mais sans être très bonne. Donc mais à partir de là, dans une équipe
comme Boston, qui ne cherche peut-être pas forcément à développer des joueurs, qui veut des joueurs un peu ready et qui, si tu veux savoir, enfin, qui sait un peu ce qu'elle veut acheter, je pense que c'est un profil qui pourrait faire sens dans ce sens, à ce niveau-là de la draft en fait. Donc, et en plus de ça, apparemment, les Intel sont très 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 bons sur lui. C'est-à-dire que c'est un bon leader, c'est un bon mec, c'est un bosseur. Donc tout ça, c'est assez rassurant. Un petit pédigré basket aussi, parce que son père est coach en high school. Et d'ailleurs, il l'a coaché quand il était plus jeune. Donc voilà, Kobe Bryant. Et je me suis dit au final, bah, pourquoi pas. Alors sans être amoureux, ça me il y a des choix qui me paraîtraient plus suspects que celui-là en tout cas. Ça marche. Bah, je vais donner la parole tout de suite à Hugo, parce que personnellement, comme je le disais en off, je ne l'ai pas énormément vu jouer, donc je te fais une confiance aveugle sur ce joueur. Hugo, je ne sais pas si tu veux dire 2-3 mots sur Kobe Bryant, qui a un super prénom, un nom de famille qui nous a un peu plus traumatisés ces dernières semaines, mais un super prénom. Ouais, bah, je suis pas fan du nom de famille, comme vous le savez. Du En coup, tant que fan des Celtics, t'es pas censé être fan du prénom non plus. ouais, j'ai un peu plus de respect pour les noms. J'avais ces chaussures que je vous conseille hein, si vous faites du basket. C'est c'est toujours très bien apporté, donc voilà. Je fais la petite pub qui va bien. Mais non, sur le joueur, j'aime beaucoup Kobe Bryant justement, que je trouve pas mal en homme à tout faire, un peu en couteau suisse sur un terrain. C'est-à-dire qu'il va toujours être au bon endroit au bon moment. Il va jamais être flashy, mais il va toujours faire les bonnes choses, un peu à la manière d'un Derrick White, dans le sens où il fait des winning plays. Malgré tout, et comme Pierre l'a dit justement, il y a une interrogation principale avec lui, c'est le shoot extérieur, dans le sens où il a tourné à 25% pendant 3 ans à la fac. Et lui aussi, il y a eu une progression cette année avec pratiquement 35%, enfin même plus de 35%. Donc c'est admirable. Maintenant, on va attendre de voir si ces progrès se confirment finalement, parce que on a vu aussi des joueurs à la fac faire des saisons incroyables au shooting et finalement arriver en NBA et ne pas confirmer. On pense directement à Aaron Smith il y a quelques années avec sa saison à je sais plus 56 54, je crois, ou un truc comme 44, ça. un truc comme ça, à 3 points. Et finalement, en NBA, on a vu que ça s'est beaucoup moins bien passé. Donc ça, c'est l'exemple, évidemment, comment, l'exemple grossier, hein, c'est vraiment le comment, comment je pourrais dire, c'est vraiment le maximum. Je pense que ça sera pas aussi criant pour Kobe Bryant, mais encore une fois, pour lui, beaucoup de choses ont joué dans les workouts, parce que ses tapes sont bonnes, la progression est là. Comme Pierre l'a dit aussi, très bonne équipe, pardon, très bonne saison au collectif dans une belle équipe de Mizou. D'ailleurs, je salue mes camarades du podcast, du podcast des Patriots, parce que Mizou à chaque fois ça nous fait rire, parce que en NFL on dit souvent que les joueurs sont meilleurs quand ils jouent en SEC, et souvent quand les voilà, je raconte un peu des trucs de journalistes américains, mais en gros, quand les journalistes américains scoutent des mecs qui ne jouent pas en SEC, on dit non, mais regardez, il est pas très bon parce qu'il n'a pas joué Mizou. Donc voilà, Mizou, ça nous fait toujours très rire. C'est vraiment une fac qui est un peu le baromètre en college football, et en college basketball, ça l'était aussi il y a quelques saisons. Et lui, justement, il joue pour Mizou, donc c'est encore une classe au-dessus, hein, ça classe un homme. Et non, et finalement, franchement, c'est un bon joueur dans une bonne équipe avec un très bon coach qui est, si je dis pas de bêtises, si c'est toujours lui en tout cas, parce que je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais pour moi, c'est le père de Michael Porter Jr., justement, qui est coach de Mizou, sauf si ça a changé récemment et que je ne suis pas au courant. Mais non, Ça a changé en début d'année, Hugo. C'est Dennis Ah Gates. oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Bon, je dis n'importe quoi, c'est vrai que ça a changé cette saison. Mais voilà, donc
Donc bon joueur. Et lui, si on le draftait en 35, ça serait plutôt une bonne nouvelle, en espérant que les progrès au shoot se confirment. D'ailleurs, il faudrait qu'on se penche sur le cas d'un shooting spécialiste, parce qu'on a perdu Ben Sullivan, qui était un peu étiqueté shooting spécialiste en tant qu'assistant coach. Donc je ne sais pas si ça a été résolu, mais on le saura rapidement de toute façon. Mais voilà, c'est pour faire la parenthèse. Pour rebondir sur ce que vient de dire Hugo, effectivement, même s'il a été très adroit, hein, je confirme, c'est bien 45% au shoot cette année à 3 points. Donc son shoot, pour autant, enfin, techniquement, reste perfectible, quoi. Il y a un côté très ballon sur le côté, ça part d'un peu bas, et quand il rate, il fait pas semblant de rater, hein. Il peut envoyer des vrais sous-marins, hein. Donc on sent que voilà, il a été très bon cette année, mais que ça peut être un petit peu fragile. D'autant plus qu'il est, entre guillemets, il est à 80% au lancer franc, donc ce qui est bien sans être non plus exceptionnel. Donc voilà. Après, ouais, moi ce que j'aime bien, c'est déjà la belle histoire, un peu du gars qui reste tout le temps, qui fait ses 4 ans. Maintenant, je pense que ça va être rare, hein, faire 4 ans au même endroit, ça va être un truc rare, et qui un peu le côté late bloomer. Voilà, rien que pour ça, j'ai envie de voir, hein. Et puis l'autre truc, c'est je me dis, si jamais, là on vient d'apprendre que les Pacers seraient assez chauds sur Grant Williams, est-ce que ce serait pas une option supplémentaire pour pallier au départ de Grant si on s'aligne pas? Peut-être. Bah, tu me tends un peu la perche parfaitement parce que du coup, je vais passer Ah, sur j'adore tendre les perches. parce que je vais passer sur mon deuxième prospect et du coup là, je pars justement sur le cas où Brad Stevens se dit je veux un gars qui puisse apporter rapidement, peut-être même dans sa saison rookie, au moins en saison régulière. Et éventuellement, on ne sait jamais avec l'avenir de Grant Williams qui peut potentiellement être entre parenthèses chez nous. Je pars sur un prospect plus âgé, plus NBA ready comme on dit. Je pars sur Keontae Johnson de Kansas State. Alors c'est un ailier d'1m96 pour 102 kg, donc on a un beau bébé de 23 ans déjà. 23 ans parce qu'il a fait 5 ans NCAA. Alors un peu année un peu Histoire partie. incroyable. Comment? Histoire Ouais. Oui, incroyable. oui, histoire, justement, ce que j'allais dire, parcours un peu incroyable parce qu'il fait 5 ans mais n'a joué que 3 années. Pourquoi? Parce que certains le savent peut-être, mais c'est un joueur qui s'est tout simplement effondré sur le terrain en plein milieu d'un match lors de sa deuxième année, alors qu'il jouait encore à Florida. Alors, Pierre, qui baigne dans le secteur médical, en saura peut-être plus que moi. Mais moi, de ce que j'ai lu, ce serait un problème au cœur lié à une infection au Covid. Il a eu le Covid et ça aurait laissé un peu des, euh, des séquelles, entre guillemets. Après, après 2 ans justement éloigné des parquets, il a eu de nouveau le feu vert des médecins et a repris le basket au sein du programme de Kansas State. Alors, il a d'abord fait un match de gala, entre guillemets. Enfin, il n'a même pas fait un match, il a juste été starter voilà, pour Florida qui l'a remercié en fait et un peu pour le récompenser en fait de tous ses efforts et de son abnégation, on va dire. Et donc il a repris le basket au sein du programme de Kansas State, avec lequel il fait une très bonne March Madness d'ailleurs. Mais pour revenir sur le bonhomme et sur le basket, bon, Keontae Johnson, alors on va faire vite, on va faire simple, c'est un 3&D. J'ajouterais même, c'est un finisseur ND, parce que c'est pas un 3&D qui va se cantonner au shoot extérieur uniquement. Il peut aussi cut, il peut attaquer des close-out grâce à un handle qui est plutôt honnête et grâce à un gros physique, comme je disais. On est sur un joueur qui shoot à 41% à 3 points. Ça monte même à 49% dans les corners. Il peut finir dans la raquette. Il est à 67% sous le cercle, 52% sur les shoots dans la raquette, donc un peu plus éloigné du cercle, pas juste les dunks ou les lay-ups. Donc vraiment, on est sur un 3&D qui peut en plus poser un dribble, attaquer les close-out. Défensivement, c'est très solide. Je pense qu'il pourrait tenir des postes 3-4 sans trop de soucis. Sa mobilité est pas trop mal, je trouve. Donc on peut même se dire qu'il peut y avoir une bonne polyvalence défensive et que ça peut switcher sur les postes 2 à 4 à terme.
Donc voilà, c'est un joueur assez vieux, comme j'ai dit, déjà 23 ans, un produit déjà bien fini, mais surtout c'est un prospect avec un corps NBA ready qui pourra défendre convenablement sur plusieurs positions et qui, je pense, pourra apporter des minutes en saison régulière dès sa saison rookie. Donc voilà, et comme je disais, ça peut apporter un peu de profondeur sur les postes 3-4, surtout avec Grant Williams qui peut potentiellement ne plus être chez les Celtics la saison prochaine. Donc, euh, donc voilà, un ajout pas inintéressant, même si pour le coup, là, tu mises plus sur le très court terme et le NBA ready plutôt que sur un upside qui est quasiment inexistant chez le joueur. Je sais pas vous les gars si vous avez quelque chose à dire, Pierre, tiens, sur Keontae Johnson. Ouais, bien sûr, moi j'avais pas mal vu, surtout quand il était à Florida. Il Je était trouvais attendu de loterie d'ailleurs, avant ouais, son ouais, il était, accident. ouais, c'était vraiment un mec sur qui les scouts comptaient beaucoup. Et c'est vrai qu'il était impressionnant, hein, vraiment. Ce côté alliage de force, vitesse, puissance, qui était quand même, qui est assez rare, hein. Je l'ai pas revu, hein, pour être complètement honnête, avec Kansas State. Euh, Moi, je crois, autant Hugo tout à l'heure disait à juste titre que quelquefois les drafts se jouent pendant les workouts. Moi, je reste convaincu que lui, ça se joue beaucoup sur le dossier médical parce que je pense qu'il va quand même la saison NBA, c'est long, hein. C'est 80, enfin, c'est long. C'est à la fois long et très court en temps, mais c'est 82 matchs, quoi. Donc, moi, c'est. Est-ce que. J'ai pas de problème sur le talent du joueur, ni sur son niveau ou quoi que ce soit. Moi, c'est plutôt. Je pense que si je suis scout NBA, j'ai un peu peur du dossier médical. Je m'interroge sur le dossier médical, à savoir est-ce que c'est vraiment résolu cette histoire de une, et est-ce qu'il peut vraiment il peut enchaîner les matchs à une grosse fréquence et une grosse intensité. Sans Ça, avoir de c'est rechute, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, parce que ça, voilà, comme tu l'as dit, tout le monde pensait que sa carrière était finie, quoi. Les gens commençaient à l'imaginer peut-être coach, assistant coach en NCAA ou je sais pas quoi. Il est revenu fort bien, il a eu bien raison parce que vu son niveau, etc., ce qu'il a montré à Kansas State, il a bien eu raison de revenir. Après, est-ce que c'est l'épisode médical c'est vraiment acté que c'est derrière lui? Est-ce que ça va être suffisamment rassurant pour les franchises NBA? Ça, je sais pas. Bah, c'est pour ça d'ailleurs, je pense vraiment qu'il sera dispo en 35 et je serais même pas étonné qu'il chute encore plus bas, juste à cause de ça. Parce que pour moi, Mm. sur son dossier, on va dire, c'est vraiment justement ce dossier médical qui est vraiment le red flag. Alors évidemment, le fait qu'il a 23 ans, qu'il y a très peu d'upside, mais quand tu arrives en fin de draft, en fin de premier tour ou de second tour, certaines équipes peuvent miser justement sur ce profil un peu NBA ready. Et clairement, sur ce genre de profil, quand on regarde les prospects qui se présentent à la draft et qu'on se dit, OK, on fait une petite liste de tous ces joueurs, un peu ces ailiers NBA ready qui peuvent shooter, qui peuvent défendre, euh, d'un point de vue purement basket, Keontae Johnson, pour moi, est très très haut parmi ce genre de profil. Et clairement, le red flag qui lui fait perdre 10, 15, 20 places dans la draft, c'est clairement Mm, cet antécédent. Par contre, à noter par rapport à d'autres prospects, je pense notamment à des Nick Smith ou Derek Whitehead, ou même d'autres prospects dans les drafts précédentes. Lui, il a un dossier médical qui n'est pas des blessures à répétition. C'est pas une fragilité de la cheville ou mm. des genoux déjà en compote à 22 ans ou des trucs comme ça. Alors je dis pas que c'est moins grave, au contraire d'ailleurs, mais voilà, ça a été enfin juste. C'est pas que ça parce que c'est pas, on peut pas le faire comme si rien ne s'était passé, mais on va dire qu'il lui arrivait un truc très grave. Maintenant, comme tu le dis, à voir si est-ce que c'est résolu définitivement ou pas. Mais je veux juste appuyer sur le fait que c'est pas des blessures à répétition. C'est pas un mec qui est réputé pour être injury prone. C'est ça que je veux dire. Yes. Hugo, je sais pas si tu veux dire un petit mot sur Keontae Johnson. Ouais, moi j'ai un autre une petite interrogation aussi sur lui, c'est au niveau de sa taille, parce que je crois qu'il a été mesuré à 6 foot 4 au combine, si je dis pas de bêtises, mais sans les chaussures.
Donc ça fait, en gros, ça lui fait un petit, je sais plus exactement, mais on va dire un peu moins de 2 mètres globalement en chaussures. Donc en fait, j'ai une petite question au niveau de la taille et sur sa capacité à justement garder efficacement des ailiers. Mais sinon, sur tout le reste, non, franchement, c'est un super joueur, efficace dans tout ce qu'il fait. Vraiment, bon, hormis peut-être dans tout ce qui est playmaking, c'est le seul truc qu'on n'a pas vu à la fac, mais c'est pas ce qu'on lui demandera de toute façon en NBA. Mais dans tout le reste, c'est le parfait role player, je pense. Même à Florida, pour moi, c'était un. Bon, quand je le voyais jouer, c'était un. Je le trouvais en tout cas, même s'il était attendu très très haut dans les mocks, etc. Pour moi, c'était un role player, mais vraiment parfait pour n'importe quelle équipe NBA. Là, ça l'est toujours avec 3 ans de plus. C'est toujours un role player parfait, hormis voilà, la petite interrogation défensive, mais que je pense il saura lever assez rapidement, en tout cas je l'espère. Et s'il est dispo en 35, c'est un joueur sur lequel il faut foncer, je pense. Bah, après, juste pour, la partie, défensive, en fait, moi je le vois comme un alors je veux pas faire une d'ailleurs, ça peut être une comparaison, même si c'est pas du tout le même genre de joueur, mais, un peu à la Grant Williams, défensivement, sur le côté, défenseur qui peut, de par, son buste, de par son physique en fait, défendre un peu plus grand que lui. Parce qu'il a ce mélange un peu d'un côté force, solide sur les appuis parce que voilà, le mec fait déjà plus de 100 kilogrammes, et très costaud et aussi un peu, comme disait Pierre, ce mélange, de force et de vitesse, cette mobilité et je trouve qu'il pourrait défendre plus grand que sa taille. Justement grâce à tout ce combo-là. Et d'ailleurs, je te confirme, je viens de regarder sur les résultats du combine et il a bien été mesuré à 6,4 qui fait du coup, ça nous fait du quoi? Du 1,94 m, 95, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est vrai que pour les grands ailiers, surtout dans une NBA où les postes 3-4 sont de plus en plus, rapides et grands, ça peut être un peu plus compliqué, mais comme dit, moi, je le vois bien défendre sur des mecs qui font 2 mètres, 2 mètres 2, sans trop de soucis, heu, justement grâce à ce physique, quoi. Ouais, puis on va rappeler que si au 35e choix, tu arrives à choper un mec qui est un joueur solide de banc, c'est super en fait, hein. Oui, de toute façon, oui, c'est vrai qu'on l'a pas rappelé, mais ça reste un même si c'est un second tour de draft qui est proche du premier tour de draft, ça reste un pick 35 et je veux pas dire que tu en attends rien parce qu'en pick 35 avec les joueurs qui glissent, tu peux toujours faire une bonne affaire. Mais oui, disons que si au pick 35, tu veux un joueur, qui peut être un futur All-Star, bah, tu mal barré quand même. Donc heu, donc voilà. Non, bah, c'est parfait qu'on termine sur un joueur où on est tous, plus ou moins d'accord. Je vous propose de finir le podcast là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Absolument pas, sauf que ça va être aucun des 6 nommés, mais sinon ça c'est Ah très oui, cool. ça on le sait, ça on le sait très bien. Non, mais c'est la beauté du geste, là, ça. Faut le dire qu'on a tourné cet épisode, vraiment Une semaine avant. par pur plaisir. Exactement, ouais. On tourne ça, il est le 15 juin, bientôt le 16 juin dans quelques minutes d'ailleurs, pour tout vous dire. Et oui, de toute façon, on le sait qu'on tourne ce genre de podcast pour le plaisir parce que tous les 3 on est fans de scouting, de basket universitaire et cetera. Mais très souvent, comme l'année dernière, hein, on couvre, 6 prospects, 7-8 prospects, on en cite, pas loin d'une dizaine et au final, on se retrouve avec un mec que personne n'avait vu venir. Hugo, tu veux rajouter un petit truc? Ouais, juste pour donner une petite mention, parce que j'ai longtemps hésité avec Tracy Jackson Davis, justement. Petite mention pour Mohamed Gueye, qui est d'ailleurs le seul Sénégalais de cette draft. Donc si on a des auditeurs sénégalais, on vous salue, hein. Je ne sais pas si on en a, mais voilà. Pareil, pivot très long, bah, pivot très prometteur en fait, mais si je ne l'ai pas choisi, c'est qu'en fait, c'est un peu le pivot, vous voyez, départemental, dans le sens où il a envie de. Enfin, c'est un pivot, mais il a envie de jouer comme un garde. Et, euh, et voilà, quoi. Genre, il veut jouer comme un garde. Et c'est toujours le pivot départemental. Je pense que Pierre voit très bien de quoi je veux parler. De,
C'est l'intérieur qui veut faire des dribbles dans le dos, là, tout seul. Ouais, je vois bien. Alors que quand il Oui. fait ce qu'on lui demande, quand il joue vraiment comme un pivot rim runner, parce qu'il a il a des capacités athlétiques pour vraiment limite toucher le haut du plexi, quoi. Il est excellent. Donc s'il reste dans le cadre, et c'est pour ça qu'il sera intéressant en 35, ou même voir plus tard, parce qu'il y a une possibilité aussi qu'il ne soit pas drafté, si on pouvait le ramener et lui mettre un coach pour lui apprendre vraiment ce rôle de rim runner, je pense que ce serait un super pick. Ouais, Ouais, c'est typiquement, tu vois, c'est typiquement le genre de joueur, à mon avis, il arrive, il prend la balle, il prend un shoot du milieu du terrain. Tout ce qu'on adore, quoi. Donc ouais, c'est 100% aux échauffements, il fait que des tirs du milieu de terrain avant que le coach dise allez, maintenant on va courir. Ah, tiens, vu que l'épisode a pas, bon, on a dépassé l'heure, mais on n'est pas pressé non plus. Je vous propose, Hugo vient de donner un peu un indice plus ou moins d'un joueur potentiel si jamais il est undrafted. Pierre, si jamais on veut choisir un joueur undrafted avec pour le mettre sur un two-way contract, t'as un petit nom à nous balancer qui te plairait? Ah, c'est dur, ça. Parce qu'en Ouais. plus, là, la liste, ça s'est réduite beaucoup avec ceux qui ont finalement pas déclaré, machin et tout. Euh, Après, là, tu me prends un peu au dépourvu, d'autant plus que là, les noms qui me viennent, je pense qu'ils vont être draftés. Donc, Oui, j'avais un nom aussi et je pense qu'il sera drafté, mais j'avais celui qui passait par le Real, là, le pivot là qui shoot, Vukcevic, Twitch, mais je ouais, pense bah, je qu'il sera pensais à lui. drafté. C'est marrant, je pensais à lui justement et je pense qu'il va être drafté. Sinon, pour la blague, Joe Hauser. C'est vrai que ça pourrait Pour être pouvoir avoir les frères, les les Others frères Brothers. des gains à 3 points. Voilà. Mais sinon, ouais, non, j'en ai pas comme ça. Ah, j'ai vu que Kei Soto faisait encore des workouts, dis donc. Ça marche. Bah, on va finir le podcast là-dessus sur un potentiel doublette des Joes Brothers, des Hausers Brothers. Bah, les gars, merci de votre expertise. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne draft NBA dans une semaine, du coup. Exactement. Puis de toute façon, on sera obligé de refaire un pote pour expliquer qui on a pris, quoi. Oui, parce que ce sera forcément un mec qu'on n'aura pas cité. Forcément. Ça marche. Bah, allez, ciao les gars et bonne soirée. Ça marche. Ciao. Bye Ciao. bye. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.